Donc les principaux mots qui nous intéresseront seront la blockchain, la justice prédictive et l'identité numérique. Pour cela, on aura un certain nombre d'intervenants qui seront, dans un premier temps, Anna Maëv-Bisserier, qui est doctorante au sein de l'Institut de recherche technologique Système X de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Madame Bisserier nous fera une présentation de la technologie des blockchains et évoquera le droit et les blockchains. Dans un deuxième temps, toujours sur les blockchains, on aura Florian Glatz. Florian Glatz est à la fois avocat, développeur, chercheur. Depuis 2013, il s'intéresse aux blockchains, à la question des blockchains. Il nous parlera de l'impact des blockchains dans la profession d'avocat, de la question de la régulation des blockchains et également du futur développement possible dans ce domaine. Florian Glatz, qui est avec nous en visioconférence, interviendra en anglais et il est actuellement en Allemagne. Après avoir fait un petit panorama des blockchains et de leur application guidée par l'intelligence artificielle, la question de la justice prédictive viendra avec Michael Benesti, qui est fiscaliste, auteur d'algorithmes de machine learning et auteur du site Supralegem, qui est un outil d'intelligence artificielle appliqué aux données jurisprudentielles. Donc là, c'est l'aspect justice prédictive avec Michael Benesti. Ensuite, on passera à l'aspect identité numérique avec Philippe Lorty, qui est premier secrétaire au HCCH, qui nous présentera le programme d'apostie électronique et le programme e-support, qui est un programme destiné au recouvrement des pensions alimentaires. Et ensuite, nous aurons Sébastien Passelergue, qui traitera de l'identification des personnes et de la sécurisation des échanges. Monsieur Passelergue est directeur du pôle confiance numérique de la société Almeris. Donc, les mots, comme on a vu, sont les mots blockchain, justice prédictive et identité numérique. Ce sont peut-être ces applications qui rentreront très probablement en compte dans la nouvelle forme d'expérience utilisateur qu'évoquait tout à l'heure M. Anderson. Je passe maintenant la parole à Mme Anna Bisserier qui nous présente les blockchains. Donc, j'ai la lourde tâche de vous présenter la technologie blockchain, et je dis lourde tâche parce que je sais bien qu'en tant que juriste, il est compliqué parfois de se plonger dans les aspects techniques d'une technologie. Je vais donc vous proposer une introduction à la technologie, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc la technologie blockchain, c'est une solution informatique qui permet à des personnes n'ayant pas de rapport les unes avec les autres et éventuellement anonymes d'attendre un accord sur la réalisation d'un événement sans recours à un tiers de confiance. Donc on a une problématique qui est l'échange d'informations entre personnes situées dans des espaces géographiques différents, et ces personnes souhaitent évidemment être certaines de la source de l'information qu'elles reçoivent. Donc pour réaliser cette opération de vérification d'intégrité de l'information, on peut faire appel à un tiers de confiance, comme on le fait par exemple en matière bancaire avec les autorités centrales, ou on peut faire appel à un registre distribué tel que la blockchain. Donc, la blockchain est aussi appelée registre distribué. Quelques caractéristiques de la blockchain. C'est une base de données. Elle est sécurisée par des fonctions cryptographiques. Cette base de données, elle est distribuée. Elle est immuable. Elle est publique. En tout cas, son contenu est vérifiable par les nœuds du réseau. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que c'est une base de données et que les informations qu'elle contient sont validées par des nœuds grâce à un consensus sur la résolution d'un problème cryptographique. Si vous voulez plus de détails techniques, vous pouvez aller consulter le white paper de Satoshi Nakamoto, qui est l'inventeur du Bitcoin, et qui a décrit très bien son processus. Prochaine slide. Donc en pratique, comment ça se passe ?
En pratique, donc, Alice souhaite transférer la propriété d'un bien vers Bob. Et ces transactions, elles sont envoyées sur le réseau et elles sont regroupées en blocs et scellées par un hash, donc qui est une fonction cryptographique. Et ces transactions sont ensuite envoyées pour être validées par consensus par les nœuds du réseau. Et une fois qu'un consensus a été atteint, le bloc est ajouté à la chaîne de blocs. Et une fois inséré dans cette chaîne de blocs, l'inscription de la transaction est immuable. Parce qu'en fait, elle reprend dans son empreinte cryptographique une partie de l'empreinte de la transaction du bloc précédent, ce qui fait que si on enlève un bloc, on voit qu'il n'y a plus de correspondance, la pyramide s'écroule en fait, il n'y a plus de lien entre tous les blocs. Voilà. Donc ensuite, une fois cette inscription réalisée, la propriété du bien est transférée à Bob. Donc, ça suivante. Donc aujourd'hui, on reconnaît deux usages de cette technologie, qui est l'archivage de données et l'exécution de smart contracts. Alors, qu'est-ce que c'est un smart contract? Donc un smart contract, c'est pas du tout un contrat au sens juridique, c'est un programme informatique donc, qui permet de réaliser de façon automatique c'est un peu coupé, voilà, une suite d'événements dépendant de la réalisation d'une condition. Donc, en clair, je vais vous prendre l'exemple désormais célèbre du distributeur automatique de boissons. Vous mettez une pièce, donc ça c'est la condition. Si on met une pièce, alors le distributeur de boissons vous délivre une boisson. Voilà. Donc slide suivant, s'il vous plaît. Donc ce petit programme informatique, les informaticiens ont eu l'idée de l'implémenter sur la blockchain afin d'exécuter automatiquement des obligations contractuelles ou légales. Par exemple, on a vu des smart contracts utilisés lors de campagnes de crowdfunding en monnaie virtuelle pour l'instant, puisque la blockchain fonctionne avec des monnaies virtuelles. Donc le programme informatique, il est réalisé pour faire un transfert d'argent vers une personne prédéterminée, une fois une certaine somme prédéterminée atteinte. Donc, si le programme reçoit 5 000 €, alors il transfère les 5 000 € vers un compte déterminé à l'avance. Donc les 5 000 € c'est la condition et l'exécution des obligations c'est le transfert d'argent. Donc ce qui est nouveau, c'est qu'on n'a plus besoin par exemple d'un site internet comme aujourd'hui qui agit comme tiers de confiance pour verser l'argent au destinataire. Ici, la confiance, ce qui fait émerger la confiance entre les participants, c'est la technologie. Donc, vous imaginez bien que l'utilisation d'un programme informatique ou d'une technologie pour formaliser des obligations dont l'exécution est automatique, ça pose un certain nombre de questions sur le plan juridique. Et c'est l'objet de mon étude, donc de mon doctorat. Donc à l'IRT, au sein de l'IRT, on a une équipe de recherche d'ingénieurs en informatique et de chercheurs en sciences informatiques. Et donc eux, ils étudient la spécificité de cette technologie. Et moi, j'étudie l'impact de ces spécificités sur les relations contractuelles. Voilà, je vous remercie. L'objet de la présentation, c'est dresser rapidement un portrait de ce qu'on appelle la justice prédictive. Il y a tout un tas d'articles plus ou moins précis sur ce qui est fait, peut être fait. Et donc ça va être en trois morceaux, la présentation. Il y a, bien sûr, on va commencer par la définition
du mieux qu'on peut, vu que c'est assez neuf tout ça. On va voir dans un second temps le fonctionnement dans les grandes lignes et au moins les éléments qui sont communs aux différentes offres commerciales et les différents projets existants. Et en dernière partie, ça va être un peu les attentes qu'on devrait avoir à l'égard de ce nouvel outil en fait. Les attentes réalistes qu'on pourrait en avoir et évidemment on va présenter un petit peu les critiques associées. Donc, la définition, alors il n'y en a pas de fixe, évidemment, vu que c'est très neuf, hein, ça fait même pas un an qu'on entend parler de tout ça. Maintenant, il y a quand même un dénominateur, un plus petit dénominateur commun entre toutes les offres, et ça, ce plus petit dénominateur, c'est un outil qui va permettre d'anticiper le résultat d'un contentieux, quel qu'il soit, en utilisant des algorithmes. Après, peu importe comment ni et quoi, mais c'est ça l'idée qui est commune à toutes les offres. Et quand on analyse un peu ce qui se fait et en France et aux États-Unis, il y a trois grands volets qu'on identifie assez facilement. Il y a toute la partie véritablement de la prédiction de l'issue, c'est-à-dire autant la prédiction qui a gagné, qui va perdre, ou le montant qu'on est à même de remporter si on gagne le contentieux. Il y a un second volet qui est davantage identifier les arguments qui marchent ou les articulations d'arguments qui marchent au regard d'une certaine situation, de certains faits. Et un troisième volet qui n'est pas français du tout, qu'on ne voit uniquement qu'aux États-Unis. Je ne sais pas si un jour ça arrivera, mais c'est plus se baser sur la personnalité du juge et ces produits proposent d'identifier les arguments qui marchent avec un juge en particulier. Okay, vous dites le nom du juge, il vous dit voilà, ça marche pour tel type de contentieux. Et là, il y a une offre un peu similaire qui existe et qui parle un peu, qui fait parler d'elle, c'est identifier l'avocat qui a les meilleures chances de succès avec un juge en particulier. Donc ça, c'est vraiment États-Unis. En France, on n'a pas cette démarche et on n'a peut-être pas les informations nécessaires pour cela. Donc le fonctionnement. Alors encore une fois, c'est les grandes lignes, ce qui est commun aux différentes offres existantes. Elles sont évidemment variées, mais les grandes lignes, ça commence toujours de la même manière, c'est réunir un jeu de décision. Okay, un jeu de décision qui va traiter d'une question de droit particulière. Et ce jeu de décision, il doit répondre à un minimum, un cahier des charges minimum, c'est qu'il y a un volume, parce qu'on ne peut pas faire des statistiques sur 3 décisions, donc il faut que, pour que ce soit statistiquement significatif, il faut un minimum de volume, et il faut aussi que la sélection elle soit non biaisée. Ça a l'air d'être très technique, mais en fait c'est tout bête. Sur Légifrance, là aujourd'hui en Open Data, ce que vous trouvez en judiciaire, c'est-à-dire tout le droit privé, sont des décisions qui ont été sélectionnées manuellement par les cours d'appel. Okay, c'est dit, la Cour ne s'en cache pas, ni la DILA, ni personne. Donc ce que vous avez, ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. S'il y a plein de décisions qui intéressent personne, elles ne sont pas dans le jeu de données. Et ça veut dire que vos statistiques, si vous les faites dessus, elles valent rien. Donc il faut avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire, par exemple en France, avec juste l'open data tel qu'il existe aujourd'hui, et je ne dis pas après la loi numérique, mais tel qu'il existe aujourd'hui, ce n'est pas possible de mener des statistiques qui aient du sens. Donc la première étape, réunir un jeu de données. La seconde étape, donc les données en question, c'est du texte. Okay, en machine learning, on appelle ça des données non structurées. C'est des mots comme ça qui se baladent. Et les algos, ils ont besoin de choses à peu près carrées. Et donc la seconde étape, ça va être un peu la transformation de ces données non structurées en données dites structurées. Et il s'agit en fait, très terre à terre, il s'agit juste d'extraire les arguments qui ont été utilisés dans chaque décision. Les arguments, mais aussi les éléments de fait. Et aussi les éléments de contexte, qui est le demandeur, qui est le défendeur, éventuellement le nom du juge, si ça nous intéresse, le dispositif, ce genre de choses. En fait, il faut imaginer qu'à terme, quand on a fait ce travail, à la fin, on a un énorme tableau, une matrice exactement, où on a en ligne les décisions, comme ça, décision 1, 2, 3, et on colonne les arguments, et puis après, ça va être est-ce que l'argument A a été utilisé? Oui, non. Deuxième argument, oui, non, et ainsi de suite. Il y en a des centaines, des colonnes quand on fait ce travail. Donc voilà, après, on a cette énorme matrice, et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on alimente un algo de machine learning, il y en a plein, ils ont chacun leur spécificité et en gros ça dépend de ce que vous pensez qu'il faut trouver, c'est ça qui va vous décider sur tel ou tel algo.
Donc c'est une vraie décision, la technologie que vous utiliserez. Les algos, donc j'insiste, ne sont pas spécifiques au droit. Il s'agit vraiment de choses qui existent pour d'autres domaines et qu'on applique dans cette matière en particulier. Et donc on nourrit l'algo avec et on lui demande quoi? Cet algo, on lui demande de prédire l'issue du contentieux. Okay, on lui dit voilà, décision 1, il a gagné, tu vois les arguments, essaye de modéliser l'articulation qui permet de deviner que l'issue du procès, c'est il a gagné, il a perdu, il a gagné de temps, et ainsi de suite. Et donc quand on fait ce travail, ensuite bien sûr on vérifie que l'algo a bien modélisé, on prend des décisions qu'il n'a jamais vues, on l'applique et on mesure sur ces décisions qu'il n'a jamais vues, on mesure s'il se trompe ou pas. Il ne faudrait pas qu'il ait appris sur certaines décisions et puis qu'on lui remette les mêmes, puisqu'il pourrait mémoriser la... C'est un vrai problème, hein, ça s'appelle l'overfit. Il pourrait mémoriser ce qu'il a déjà vu. On applique l'algo à des nouvelles choses et on vérifie que ça marche au moins minimum. Encore une fois, c'est un seuil que vous fixerez vous-même. Vous, praticien, vous qui mettrez en œuvre l'algorithme, vous jugerez si c'est suffisant ou pas, ou s'il est proche du hasard, ou il apporte quelque chose de nouveau. Puis une fois que vous avez fait ce travail, en fait, vous pouvez passer à une étape suivante, c'est qu'une fois que vous avez vérifié que l'algo il a appris quelque chose d'utile, qu'il est capable de prédire, c'est que quelque part, à sa manière, il a réussi à modéliser l'articulation des arguments. Il a sa compréhension du droit. Et ça, on peut en tirer quelque chose pour nous, utilisateurs humains de ces solutions. On peut ouvrir le modèle qui a été généré et regarder comment lui marche, l'algorithme. Et peut-être identifier qu'il y a des articulations qui marchent très très bien. Et peut-être bien nous-mêmes, peut-être praticiens du droit, les réutiliser. Et c'est comme ça qu'on peut identifier en fait des arguments qui sont influents. C'est simplement en demandant à l'algo de prédire et puis derrière ouvrir le modèle. Donc voilà, ça c'est un peu le process classique que, semble-t-il, toutes les offres commerciales existantes suivent, avec toutes les variations possibles. Certaines font beaucoup appel au machine learning, ils sont complètement data-driven, c'est-à-dire guidés par les données. D'autres, il y a beaucoup plus d'interventions manuelles. Donc ça, c'est des choix que chacun fera. Voilà. Donc, dans mon cas, en fait, j'ai mis en œuvre un de ces algos dans un projet qui est open source open data, qui s'appelle OPJ, pour Open Predictive Justice, qui est disponible sur GitHub, sur le dépôt SupraLegem. Et donc j'ai mis en œuvre pour une question de droit particulière, pour laquelle j'ai un intérêt spécial, c'est ce qu'on appelle les mesures d'éloignement des étrangers. Donc c'est un contentieux de masse en droit administratif, c'est le plus gros contentieux de droit administratif. Et c'est un contentieux qui est grave, évidemment, puisqu'il s'agit de savoir si un étranger retourne dans un pays qui n'est pas forcément très agréable. Et du coup, donc, on a mis ça avec un ami, Anthony Sipinevski, qui travaille pour un GAFA. Donc on a fait ce projet, on l'a mis en œuvre et on est à même de prédire 87% des résultats. C'est-à-dire on monte les arguments et l'algo il dit à 87% juste, il dit s'il a un rejet de sa demande d'annulation de l'OQTF, je suis désolé on fait dans les détails techniques, ou s'il a réussi à obtenir la cassation. Puisqu'on joue sur l'information, on joue sur les décisions de cour d'appel administratif. Donc l'algo marche bien à hauteur de 87%, donc c'est relativement correct. Et donc quand on ouvre l'algo, puisqu'on veut savoir qu'est-ce qu'il a trouvé, comment il a modélisé, et vérifier un peu s'il est parti dans une direction qui n'a pas de sens, ou s'il fait quelque chose qui a un rapport avec le droit, pour interpréter finalement la qualité. Ce qu'on a fait, on a ouvert, et ce qu'on a vu, en fait, les arguments qu'il a trouvés, c'est des choses absolument classiques. C'est-à-dire le regroupement familial, ça marche bien, tout le monde le savait. Dire qu'on est malade et qu'un traitement n'existe pas dans notre pays d'origine, ça marche bien. Donc voilà, plein de choses complètement évidentes, mais quelque part c'est rassurant, ça veut dire, moins qu'il est dans les clous. On a aussi identifié quelque chose de surprenant, enfin il y a 2-3 choses qu'on a identifiées d'un peu étranges, mais une qui nous a marqué, c'est les dossiers à l'AJ, donc ce qu'on appelle en complet abus de langage dans les droits. L'avocat gratuit, mais ce n'est pas un avocat gratuit, mais voilà, c'est juste pour ceux qui ne seraient pas juristes. L'aide juridictionnelle, oui. Les dossiers à l'AJ ont un taux de succès qui est largement supérieur. Et on pourrait en tirer une fausse conséquence, il faut être à l'AJ pour gagner, ou quelque chose de stupide dans ce genre. Évidemment, la raison, elle doit être autre. Je suis incapable de la voir dans les décisions elles-mêmes,
très probablement, les étrangers qui sont à l'AJ ont initié des procédures en amont, se sont fait assister en amont. Il y a certainement quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. Et on est vraiment dans ce problème, vous savez, corrélation ne vaut pas causalité. Là, on est plein dedans. Donc ça demande quand même d'interpréter les résultats. Okay, c'est pas, on produit des choses, il faut interpréter. Et l'idée en fait sous-jacente à ce projet, pourquoi il est open data et open source, c'est qu'on voulait être absolument dans une idée de transparence. C'est-à-dire, on pense que si c'est une offre commerciale et que ça marche en black box, bien finalement le résultat qui en sort, il n'a pas beaucoup d'utilité et on a besoin de documenter le résultat pour être utilisable par un professionnel. Donc là, on l'a utilisé dans un cas très spécifique. Les mesures d'éloignement, évidemment, la même démarche est duplicable dans tout ce qu'on veut, du moment qu'on a les décisions. Donc, comme j'ai dit au début, il faut qu'elles soient disponibles et qu'elles soient représentatives. Et donc, voilà pour un peu les résultats et comment ça fonctionne. Et maintenant, sur les attentes, donc, je vais le faire un peu par acteur. Donc, j'identifie 3 grands acteurs dans un contentieux. Il y a évidemment le justiciable ou les justiciables. Et pour eux, la justice prédictive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de prévisibilité, ça veut dire plus de sécurité. Finalement, ils savent à quoi s'attendre, donc c'est assurément une bonne chose. Il y a peut-être un petit risque quand même associé, c'est qu'on va donner encore plus d'informations à des gens qui n'ont pas forcément la formation adéquate pour en tirer les conséquences. Et peut-être que certains ne prendront pas les bonnes décisions sur la base de cette information parce qu'ils ne seront pas capables de même percevoir leur propre cas sur le plan juridique. Donc ça serait un peu dommage, c'est un peu l'effet Doctissimo, mais en pire, dans le sens où là, on est sur des données qui sont actionnables, comme on dit, c'est-à-dire sur lesquelles on peut rapidement décider et agir. Donc voilà. Maintenant, il me semble que la balance pour le justiciable est quand même plutôt positive, dans le sens où il a plus d'informations. Après, à lui d'être bien informé, et peut-être à ceux qui les mettront en œuvre, ces algos, de bien informer les justiciables qui sont limités dans les résultats qu'ils produisent. Maintenant, pour la justice, donc un autre acteur du contentieux, bien sûr, la justice, les cours, les tribunaux et compagnie, l'enjeu essentiel, c'est la baisse des contentieux de masse. Leur idée, c'est que les justiciables vont être mieux informés et certains n'iront pas au contentieux, notamment parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner ou pas suffisamment, ou que leurs chances sont faibles. Donc, alors la liste m'a été fournie par un magistrat, quelques contentieux qui veulent vraiment voir diminuer grâce à ce genre d'approche. En matière familiale, il y a la fixation des pensions alimentaires, contribution à l'entretien, à l'éducation des enfants et des prestations compensatoires. L'ensemble de la matière de la réparation des dommages corporels. En droit du travail, fixation des indemnités de licenciement. Et en droit commercial, fixation des indemnités des ruptures abusives des relations commerciales établies. Donc voilà, c'est des contentieux, il y en a beaucoup, ils pensent qu'il y en a trop, et peut-être qu'avec ce genre d'approche, ça va baisser un peu et finalement améliorer la qualité de la justice, puisque les juges seront plus disponibles avec un budget qu'on connaît. Et peut-être un autre point qui améliorerait la justice, je crois, mais là c'est plus mon opinion, c'est peut-être aider à l'uniformisation de la façon dont la justice est rendue sur le territoire et entre les tribunaux, parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, il y a des variations, on appelle ça peut-être des fois des jurisprudences de chambre, des jurisprudences de tribunaux. Je ne sais pas à quel point c'est légitime sur le plan légal, mais peut-être que si tout le monde avait la même information, y compris les juges, eh bien, peut-être ça les ferait tendre vers une certaine moyenne et une certaine uniformisation. Et assurément, c'est une bonne chose pour la justice que d'arriver à cela. Maintenant, le troisième acteur, évidemment, c'est l'avocat. Alors, sur les plateformes, ce qu'ils disent pour l'avocat, le grand avantage, ça va permettre à l'avocat de fixer ses honoraires en fonction de la difficulté des dossiers. Donc, voilà, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, il y a peut-être des difficultés pour l'avocat avec l'arrivée de ce genre d'approche. D'abord parce que qu'est-ce que promettent ces sociétés et qu'est-ce que font ces algorithmes? C'est trouver des arguments qui marchent et dire si ça gagne ou perd. Et finalement, c'est plus ou moins le travail de l'avocat, donc en tout cas les avocats contentieux, c'est un grand morceau de leur travail. Donc là, on est en plein dedans. Évidemment, l'algorithme ne travaille pas de la même manière. Et la qualité ne sera évidemment pas la même, mais il y a un problème de marché et de chiffre d'affaires évident qui va se poser. Le deuxième, c'est que l'avocat, donc évidemment, il est soumis à une déonto, il doit documenter ses réponses, il doit faire tout un travail
voilà, qui se traduit en honoraire à la fin. Et là, l'algo, il arrive, boîte noire, bim, réponse, débrouillez-vous. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion qui s'enclenche et de se demander est-ce qu'il ne faut pas peut-être pousser ces sociétés à documenter. Je ne dis pas que la seule voie c'est l'open source, l'open data, c'est assez radical et ça empêche plus ou moins toute possibilité économique. Il ne s'agit pas de tout mettre à la benne, mais peut-être les pousser à documenter, expliquer comment ils font, avec quoi ils le font, et mettre un petit peu de reproductible. C'est très important en recherche aujourd'hui, il y a beaucoup de papiers là-dessus. Être capable de reproduire une expérience, ça permet de garantir la manière dont elle a été faite et son sérieux. Donc voilà, l'idée en fait c'est vraiment de vous suggérer des pistes de réflexion. Et peut-être s'il y avait une chose à retenir, c'est l'importance de la transparence dans ce genre de démarche. C'est pas du tout propre à la legal tech d'ailleurs. Tout ce qui fait marcher partout où il y a un algo de machine learning, il y a un besoin de transparence, c'est évident. Les élections américaines, c'était une pure traduction de ce genre de choses avec, vous avez entendu, Facebook, les médias, tout ça. Donc voilà, l'idée c'est la transparence et évidemment peut-être un début de réflexion chez les avocats sur ce qui doit arriver. Merci. Alors, écoutez, oui, je voudrais vous parler de deux projets au sein de l'organisation. Dans un premier temps, le programme IAPP qu'on appelle, qui est en fait l'apostille électronique, et iSupport. L'apostille électronique, permettez-moi juste de vous faire un bref rappel de la convention apostille et de ce qu'on appelle la légalisation. La convention apostille a comme objectif en fait d'abolir ce qu'on appelle la légalisation en coopération judiciaire internationale. La légalisation, c'est en fait une chaîne de signatures afin de pouvoir attester de l'authenticité d'une signature originale sur un document public. Grosso modo. Alors, je vous donne un exemple tout simple. J'ai une décision d'une cour de justice que je voudrais en fait, ou un diplôme universitaire, encore plus concret. Vous avez peut-être eu même la chance de voir une apostille sur un diplôme universitaire dans votre vie. La France est partie à la Convention. Je voudrais produire mon diplôme universitaire ici, que j'ai obtenu à Paris 1. Je voudrais le produire à Oxford parce que je me suis inscrit au doctorat. Alors, à Oxford, ils veulent savoir que le document que je représente, la signature qu'il y a sur le document, est une signature authentifiée. Et pour ce faire, je devrais prendre mon diplôme ici, je devrais me présenter au ministère des Affaires étrangères pour que quelqu'un légalise mon document. Ça veut dire qu'il atteste que la signature qui apparaît sur mon diplôme est bel et bien celle du registraire de Paris 1. Sur ce, je vais présenter ce diplôme à l'ambassade de France au Royaume-Uni, qui, elle, va attester que la signature qui apparaît du Quai d'Orsay ici à Paris est bel et bien une bonne signature. Une fois ma légalisation faite à l'ambassade de France au Royaume-Uni, je pourrais me présenter au ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui lui attestera de la signature de la personne de l'ambassade de France au Royaume-Uni, parce qu'ils ont un registre avec toutes les signatures, pour dire effectivement c'est la bonne signature. Et maintenant, avec cette signature du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, je pourrais le présenter à Oxford, parce qu'eux ont un registre des signatures, dont celle, évidemment, de leur ministère des Affaires étrangères. Alors, c'est un long processus. Imaginez-vous si nous avions eu besoin de répliquer ceci sous forme électronique. C'est impossible. Les signatures en ligne sont impossibles. La quatrième signature ne peut pas attester de la première. On ne peut pas, au niveau électronique, ni de la deuxième. Elle pourrait uniquement attester de la troisième. Alors, en 1961, il y a eu cette idée de génie que de produire la convention apostille, qui permet aux détenteurs de diplôme de se présenter au ministère des Affaires étrangères et d'obtenir ce qu'on appelle une apostille. Et l'apostille, en fait, atteste de la signature. On a une description dans l'apostille, c'est un tampon, grosso modo, un certificat, où on décrit le document, qui a émis le document, en quoi consiste le document, et on a un numéro pour cette apostille.
C'est la seule signature dont j'aurai besoin. Ce document-là pourra après ça circuler dans tous les États partis à l'apostille, parce que tous les États ont la signature de chaque autorité centrale qui émet une apostille à travers le système. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous donne cet exemple-là parce qu'on parle de ces signatures électroniques en chaîne et compagnie, mais il faut se poser des questions fondamentales quand on fait du droit. C'est de savoir, est-ce qu'on a besoin d'une signature? Quel est l'objet de la signature? L'identifier, créer une obligation juridique, d'attester du contenu d'un document, de l'authenticité d'un document. Il y a plusieurs fonctions à une signature. Et il est important de se poser la question quand on prévoit en droit qu'il faut une signature. Alors ici, bon, la signature est sur un document public, elle est utile, elle identifie la personne responsable qui a émis le document, qui a autorité pour ce faire. Alors, c'est ici l'utilité de la signature. Alors, dans le programme e-apostille, on a en fait utilisé deux composantes électroniques pour pouvoir permettre, avec l'utilisation des signatures électroniques, la libre circulation de ces documents. Alors, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle une signature électronique qu'on peut en fait utiliser à la place du tampon de l'apostille. Deux façons de procéder, soit de façon statique, ça veut dire que le document est reproduit sur un site Internet avec une signature électronique et c'est possible de consulter le site Internet avec un mot de passe, mot d'utilisateur identifiant qui nous permet de donner accès au document. Du coup, la personne qui a besoin du document pourrait l'obtenir en ligne. L'autre possibilité, c'est d'émettre une signature électronique sur un document électronique et les deux pourront voyager ensemble. Nous utilisons, en fait, on n'est pas contraint, mais pour le moment, la plupart des États ont décidé d'utiliser la technologie PDF en la matière. Et du coup, on a une signature électronique avec un certificat qui évidemment a été émis par une autorité qui a la possibilité d'émettre des certificats pour des signatures électroniques. Ce qui implique qu'il faut se présenter avec passeport, baptême de naissance et compagnie pour nous identifier, nous, et on obtient un certificat électronique en retour qu'on peut utiliser par la suite. Alors ça, c'était un des exemples que je voulais utiliser pour justement se poser la question sur les identifiants et si on a besoin d'une signature électronique. Le deuxième exemple dont je voudrais parler est un système de gestion de dossiers et de communication sécurisée qu'on a développé à la conférence de La Haye pour la Convention sur le recouvrement des aliments et qui s'applique également au règlement 2009 sur les obligations alimentaires de l'Union européenne, qui pourra traiter aussi des demandes en vertu de la Convention de New York de 1956 et tout traité bilatéral dans le domaine. Et on a ici décidé d'utiliser des demandes, des formulaires, pour pouvoir faire des communications entre autorités centrales pour recouvrer les aliments. Alors, un exemple, c'est une demande pour une reconnaissance et exécution d'une décision qui a été obtenue dans un État A, qu'on voudrait exécuter dans un État B. Alors, tout simple. Et dans le cadre de la Convention sur les aliments, on s'est posé la question s'il était nécessaire d'avoir une signature sur la demande de recouvrement en question. Et après discussion, on en est venu à la conclusion que non, une signature n'était pas nécessaire, dans la mesure où la demande produite dans l'État A, une fois qu'elle est transmise dans l'État B, la signature devant l'autorité compétente ne signifie strictement rien, parce qu'il n'y a pas de registre, et le juge dans l'État B ne me connaît pas, il ne peut pas authentifier cette signature, c'est inutile. Et ce qu'on a décidé de faire plutôt, c'est de procéder par une attestation, à savoir que le nom de la personne qui apparaît dans la demande, je tique une boîte, déclare que la déclaration ici est complète, vraie. Et voilà. Et c'est ça qui importe. La signature ici a comme objet de s'assurer que le contenu du document n'est pas un faux, que l'information qui est en fait contenue est complète. C'est ça l'utilité de la signature. Du coup, on s'est sauvé bien des problèmes parce qu'on n'a pas besoin de faire de signature électronique dans le domaine. Alors, on est là, dans le quotidien, à essayer de reproduire des signatures électroniques pour un paquet d'actes juridiques, mais on ne se pose jamais la question de savoir si une signature était bel et bien nécessaire pour cet acte. Et ça, c'est important. C'est un exercice qui a été fait au Québec
il y a 10 ans maintenant, on a une loi sur les questions numériques. Et l'objet de la loi a été de demander aux législateurs de passer en revue toutes les lois du Québec pour se demander s'il y avait besoin effectivement d'avoir des signatures pour certains actes juridiques, de savoir si on avait besoin d'originaux, hein, parce que l'original en question électronique, c'est tout autre chose. Les originaux, il y en a, dès qu'il y a un document, il y en a 10 millions d'originaux. Il y en a autant qu'il existe de copies. Ils sont tous des originaux. Alors, on a effacé le terme original à bien des endroits, et de savoir si un acte devait être fait sous forme papier. Et de savoir s'il devait être fait sous forme papier, ben, d'avoir une équivalence fonctionnelle pour savoir si on pouvait le reproduire sous forme électronique. Alors, quand on se pose des questions sur les signatures électroniques, à mon avis, avant de se jeter et de trouver les solutions technologiques pour ce faire, il faut d'abord se poser la question si on a besoin d'une signature au départ. Alors, c'est le point que je voulais faire. Merci. Je vais rebondir un petit peu sur les différentes interventions précédentes que nous avons eues. Et la plupart de ces interventions et le terme même de la table ronde tournent autour d'innovation. L'innovation, elle va se définir systématiquement par un renfort de la valeur de base d'une offre et par l'ajout d'une nouveauté qui va permettre de convaincre des utilisateurs qui n'étaient pas impliqués jusque-là. Je rejoins le propos sur la signature électronique. Finalement, ce n'est pas le procédé technologique de la signature électronique qui est intéressant, mais bien l'usage et savoir en quoi cette signature était intéressante. Est-ce que ce n'était pas tout simplement un cachet d'intégrité et non une signature comme un engagement et un consentement des parties au contenu d'un document, si on revient sur la signature du Code civil ou en France de la signature. De la même façon, si on reprend la partie sur les blockchains, la blockchain est intéressante puisqu'on va avoir une nouvelle technologie, si tant est qu'elle soit nouvelle, mais au moins de nouvelles applications de cette technologie pour susciter de l'innovation. Et les innovations dans le domaine du droit, elles peuvent se situer sur une valeur fondamentale qui est la valeur fondamentale de la confiance. Et sur cette valeur fondamentale de la confiance, on va avoir une confiance potentiellement distribuée, la blockchain, une confiance centralisée, des tiers de confiance, qu'ils soient sur le contenu, un avocat, un notaire, qu'ils soient techniques, et là on parle des tiers de confiance, comme on peut les connaître, comme Ameris est un tiers de confiance. Et cette confiance, elle va reposer sur un élément fondamental, la plupart du temps, elle va reposer sur un élément qui est l'identité. Il y a peu ou pas de confiance si on ne connaît pas les personnes avec qui on est en train de traiter. Et autant dans le monde réel, c'est quelque chose qui est assez simple et assez codifié que de savoir avec qui je suis en train de discuter, même si, dans le cas de l'apostille, c'est peut-être moins évident puisque justement il y a une chaîne de délégation, c'est peut-être pas les bons termes de délégation, mais au moins une chaîne de confiance qui s'est créée et donc on n'avait pas cette connaissance. Dans le monde numérique, on va réellement avoir cette problématique de dire mais avec qui je suis en train d'échanger et donc comment je sécurise la confidentialité de mes données ou avec qui je suis en train de prendre un engagement et donc toute la sécurisation de l'engagement et de la signature électronique. L'identité numérique, c'est quoi finalement elle est assez polymorphique cette identité puisque c'est un ensemble d'attributs qui va qualifier une personne, une organisation, un objet dans un contexte d'utilisation. Et finalement, on revient sur, on va avoir comme fondamental l'identification justement de cette personne. Et là, les professions du droit ont un vrai rôle à jouer, puisque identifier des personnes, c'est ce qu'elles font tous les jours, puisqu'elles ont l'obligation de connaître leurs clients, d'identifier, de par leurs règles déontologiques, la personne avec qui elles sont en train de traiter, et s'ouvre un champ d'augmentation de la valeur qu'elles peuvent apporter à leurs clients, qui est de leur remettre, ou au moins de qualifier, une identité numérique leur permettant d'accéder à un ensemble de services. Services soit interprofessionnels du droit, et je pense qu'en ce moment on est bien dans l'interprofessionnalité et dans les discussions de comment avoir une possibilité de proposer plusieurs services par plusieurs professionnels à un client identifié. Plus généralement, finalement, on arrive sur des notions de marketplace, de services, et surtout avec un point qui est crucial, c'est que
on a une activité qui est centrée utilisateur. Une approche human-centric, pour revenir sur la table ronde précédente, toute l'expérience utilisateur qui va bien être mon moteur de l'innovation et comment je suis capable de la faire passer et de développer les usages. Les usages agissent sur un temps long et les innovations sont sur ces temps longs et sur lesquels on va pouvoir construire. Les technologies changent et peuvent permettre de faire émerger les usages, mais les usages continuent au-delà des technologies. Donc cet enjeu est un enjeu, je pense, majeur dans le monde du droit, que d'arriver à avoir une vision fiable et une identification fiable des personnes. Des travaux ont été menés et continuent d'être menés dans le cadre d'Open Law sur le défi 4.2 et sur l'identité numérique dans le droit et comment arriver à développer un France Connect du droit. France Connect étant un exemple d'utilisation et de gestion d'identité et d'authentification, puisque derrière l'identité, forcément, on va pouvoir délivrer les moyens d'utiliser cette identité pour se faire reconnaître comme étant la bonne personne auprès de services. Et tout ce travail va être à construire sur cette force de l'écosystème des professions du droit et de la capacité à identifier les acteurs qui évoluent dans cet écosystème. Que ce soit national, mais naturellement, cet enjeu n'est pas national, il est essentiellement européen et international. On a la chance d'avoir des réglementations et des règlements qui arrivent et qui viennent conforter les positions. Le règlement sur les services de confiance numérique, AIDAS, qui est rentré en application en juillet dernier, même si, malheureusement, il manquera certains textes qui permettent de définir un peu plus clairement les niveaux de certification, et on revient aussi sur un aspect plus technique des choses. Et de façon plus générale, finalement, comment on va pouvoir s'appuyer sur cette identification au niveau de l'Europe et pouvoir l'utiliser et véhiculer. On parlait à l'instant de mon diplôme en France, comment il peut être valable dans un autre pays de l'Union. Finalement, il faut aussi que les procédés technologiques et l'identité des personnes qui vont avoir à poser une signature soient reconnus. L'autorité de certification qui a généré le certificat justement de cette identité, cette carte d'identité de la personne, aujourd'hui, elle était souvent, malheureusement, pas forcément reconnue aussi simplement dans tous les États. Le règlement européen permettra de faciliter les choses et de faciliter et d'ouvrir aussi par la suite sur l'international, puisque tous ces services innovants qui pourront se créer sur un code basé sur l'identité sont bien souvent plus intéressants quand on s'étend à l'international que quand on reste sur du franco-français. Si je prends un exemple tout simple sur des signatures d'actes d'avocat, des déclarations de créances à distance, c'est beaucoup plus intéressant quand le créancier est à l'autre bout du monde d'apporter un vrai service innovant que quand il est dans la réalité. Finalement, le service, la valeur ajoutée du service, elle est importante et la confiance qu'on doit avoir dans l'identité est d'autant plus importante. Qui dit identité numérique dit forcément données personnelles, et surtout pourquoi j'insiste autant sur cette identité numérique, c'est que on est dans des professions où on va avoir un certain nombre de données qui sont régies par le secret, et donc une notion et une nécessité de confidentialité. Si on n'est pas capable d'identifier les personnes, on pourra mettre tous les procédés en place, des procédés cryptographiques, des sécurisations, des bunkers magnifiques, mais si on ne sait pas qui accède, finalement, on n'a rien fait sur la confidentialité. Mais c'est un volet qui va être important, l'identité n'en est qu'un pan, sur la sécurisation des données, et j'en viens justement au sujet de la sécurisation des données, mais qui est très connexe avec l'identité numérique. Et la nécessité pour l'innovation de pouvoir s'appuyer sur des modèles de conception, tout simplement, qui mettent bien l'individu au centre et qui mettent la gestion des données au centre. Partir de cette approche de données personnelles et de confidentialité. Et c'est ce que, cette fois, le règlement européen sur la protection des données personnelles, qui lui rentrera en application dans 2 ans, mais on est dans un environnement finalement où on a un certain nombre de règlements qui arrivent et se succèdent et permettent de contrôler peut-être et de donner des outils pour créer l'innovation. Et il nous amène finalement à résumer en 3 mots, privacy by design. Concevez vos applications, concevez vos services en partant de la gestion de la propriété, de la privacy, des données personnelles.
en ayant une approche sur la confidentialité, que toute donnée est confidentielle à défaut du contraire, que l'approche, l'individu doit être mis au centre avec le respect de la vie privée des utilisateurs, avec des approches d'analyse de risque sur les données personnelles, et tous ces éléments qui sont naturellement, qui peuvent être vus d'un point de vue technique, infrastructure, sont également organisationnels et de sécurité logique, et vont permettre de créer un cadre et un terreau pour l'innovation, et ne sont pas forcément des contraintes. J'en arrive à la conclusion que je n'avais pas forcément conclue, mais toute innovation, finalement, le mot que j'aurais est de dire que l'innovation s'appuie sur des usages. Ces usages ont besoin de technologies et d'environnement réglementaire. Ces technologies vont déclencher, vont être des stimuli de l'innovation, et surtout, toutes ces innovations n'auront pas de sens si elles ne sont pas basées sur l'apport de services que l'on va avoir à l'utilisateur final. Et on a la chance d'avoir un écosystème dans les professions du droit qui est très riche et très fort, et d'arriver à rebondir sur cette notion de confiance pour arriver à créer l'innovation, et un terrain de jeu, si ce n'est infini, un très grand terrain de jeu qui verra arriver de belles innovations, j'en suis sûr, d'ici peu. Donc si on reprend les différentes interventions, le mot d'ordre semble être d'une part la confiance, d'autre part, si je reprends ce que vous disiez, M. Anderson, la question de l'expérience utilisateur et le service rendu in fine aux citoyens, pour boucler avec la table ronde précédente.